Bienvenue dans Numérique, un podcast où l'on parle de la transformation digitale dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi de tech for good, de start-up à impact et des nouvelles formes d'entrepreneuriat social. Bref, un podcast qui part à la rencontre de ceux qui s'engagent, d'une manière ou d'une autre, pour faire avancer l'intérêt général grâce au numérique. Ce 12e épisode de Numérique est consacré à We Take Care. Né du mouvement Emmaüs, soutenu par Google.org et la Fondation SFR, We Take Care lutte contre l'exclusion numérique. Son projet Les Bons Clics fait partie des lauréats du French Impact, l'accélérateur d'innovation sociale lancé par le gouvernement. Pour revenir sur les enjeux de cohésion sociale liés au numérique et découvrir les actions de We Take Care, nous avons rencontré Cécilia Creuset, sa directrice adjointe. Bonne écoute! Bonjour Cécilia Creuset. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans les locaux de We Take Care dont nous allons discuter. Vous en êtes la directrice adjointe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes arrivée à travailler pour We Take Care? Quel a été votre parcours? Bien sûr. Alors moi j'étais étudiante en école de commerce à HEC que j'avais intégré déjà en fait à l'époque avec l'idée de travailler dans le social, ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais à l'époque ça me paraissait pas très antinomique. Avec du coup plutôt une volonté de travailler sur des projets humanitaires à l'international. Et puis au cours de mes études et notamment d'une année de voyage que j'ai faite au milieu de mes études, j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt les sujets plus social business que je connaissais pas du tout avant, et donc j'ai lu des bouquins, rencontré des acteurs au cours de mon voyage. Et je me suis vraiment passionnée pour cette alliance entre des enjeux un peu plus business et une vocation d'impact social. Et du coup, j'ai commencé à regarder de plus près, en rentrant en France, des projets sur ces questions. Après ça, j'ai fait des stages et assez rapidement, en fait, j'avais entendu parler d'un cas d'école de partenariat public-privé et qui était un peu dans cette dynamique social business, qui était le programme Téléphonie solidaire, construit par Emmaüs et SFR, donc une alliance assez originale, et qui avait pour objectif de donner accès à des grands exclus à la téléphonie mobile. Et donc c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, et petit à petit, je pense qu'on va en parler, la téléphonie solidaire est devenue une association Emmaüs Connect, et à travers Emmaüs Connect on a créé We Take Care, donc ça fait à peu près 8 ans finalement que je travaille sur ces sujets. Alors justement, We Take Care, quelle est l'histoire de la naissance de cette structure-là, puisqu'elle est née du mouvement Emmaüs à la base? Complètement. Je vais reprendre là où je vous avais laissé entre guillemets sur la téléphonie solidaire. À l'époque, en fait, le constat qui était fait dans un chantier d'insertion qui est à Paris, qui s'appelle Emmaüs Défi, c'était que les grands exclus avaient un besoin extrêmement important en réalité du mobile, peut-être plus même que vous et moi qui font des usages numériques autour de la productivité ou du loisir. Pour les grands exclus, en fait, c'est la dernière adresse et c'est le lien vers le monde. Et on voyait beaucoup de personnes qui soit n'avaient pas du tout accès, mais pour lesquelles c'était très pénalisant, parce qu'ils ne pouvaient pas chercher d'emploi, pas prendre de rendez-vous de médecin, etc. Soit qui dépensaient en fait énormément d'argent dans le téléphone et qui n'étaient pas du tout prêts à réduire ces dépenses parce qu'ils les considéraient comme effectivement très vitales. Et donc le premier sujet sur lequel on a travaillé, c'était l'accès. Donc fournir des téléphones, fournir des recharges mobiles, des recharges internet, et vraiment dans une perspective budgétaire en fait, soit de réduction des dépenses, soit de donner accès à très faible coût. Et SFR a beaucoup aidé puisqu'il donne toujours des recharges mobiles que nous, au travers du mouvement Emmaüs, on revend à tarif solidaire. Et au travers de ça, le sujet en fait est dépassé largement le chantier d'insertion, et on a créé Emmaüs Connect, qui a aujourd'hui une dizaine de points d'accueil en France, qui reçoivent des publics, pas seulement grands exclus, je dirais publics en fragilité, qui sont orientés par l'action sociale. Et Emmaüs Connect fournit des recharges, fournit des téléphones, fournit des équipements, et la nouveauté accompagne sur les usages. Pourquoi ? Parce que à partir de la téléphonie, finalement, le besoin qui a très vite été exprimé par notre public, c'est « mais j'ai aussi besoin d'Internet ». Et donc on a donné accès à Internet. Mais très vite, avec l'accès à Internet, la question ça a été « mais comment j'utilise ? Comment je fais ? Je sais pas faire ». Et du coup, on a monté tout un programme d'accompagnement, de formation. Donc ça, c'est l'origine de notre projet. Ce qui nous a amené à créer We Take Care il y a 3 ans, c'est
plusieurs choses. Déjà, la place croissante que prend le numérique dans nos sociétés, c'est-à-dire que quand on a commencé à travailler sur cette question, bien sûr, le numérique était déjà important, mais la croissance de la place du digital dans notre quotidien, elle est exponentielle. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de démarches, par exemple, qui se font uniquement sur Internet. On peut pas s'inscrire à Pôle emploi autrement que sur Internet, par exemple. Il y a des premières allocations qui sont 100% dématérialisées. Le gouvernement a de toute façon annoncé d'ici 2022 100% des démarches en ligne. Donc il y a une pression, on va dire, ou une urgence digitale. Et là, je parle de l'accès aux droits, mais évidemment, la banque, le logement, la santé, l'énergie, tout se dématérialise et pour des raisons, pour aussi apporter du positif, en fait. Hein. C'est aussi plus de facilité d'accès, réduction des coûts, personnalisation des services, etc. Mais l'enjeu, et on le voit, c'est que ça bénéficie pas à tous les Français. Et d'ailleurs, il y a plus de Français qu'on ne le pense qui sont en difficulté sur ces questions. Est-ce qu'on peut revenir sur les personnes qui sont le plus en difficulté dans leur rapport au numérique ? Alors c'est un public qui est extrêmement varié. Pour vous donner un peu juste quelques chiffres déjà qui permettent de comprendre l'ampleur du sujet, l'exclusion numérique, elle passe au travers de problématiques d'équipement, on disait, mais qui ont tendance à se réduire. Aujourd'hui, c'est 10% des Français qui ont des difficultés par rapport à l'équipement. Ensuite, il y a un problème de compétences, des personnes qui ne savent pas utiliser. Et là, ça touche quand même 13 millions de personnes. C'est 20% des Français qui ne maîtrisent pas les compétences numériques de base. Pour des questions d'âge ou de savoir? Alors, pas seulement. Peut-être juste pour terminer sur les grands constats, on a un dernier sujet qui est la motivation, l'appétence pour le numérique, la crainte. Et il y a 40% des Français qui ne se sentent pas à l'aise pour, par exemple, faire des démarches administratives en ligne. Donc déjà, c'est un sujet qui est assez massif. Et derrière ça, il y a effectivement des visages très différents. L'âge, vous l'avez dit, est vraiment le premier facteur qui impacte l'autonomie numérique des personnes. Mais pas seulement. Et en fait, juste derrière, c'est le niveau de revenu et le niveau de diplôme qui impactent le plus fortement l'autonomie numérique. Ce qui fait qu'en réalité, les publics précaires sont les plus représentés dans ces 20% de Français qui sont en difficulté par rapport au numérique. Et typiquement, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais on travaille beaucoup avec les jeunes, les 16-25 ans, au travers des missions locales, qui savent utiliser Internet, qui se retrouvent pas dans les 20% qui ont peur du clavier ou de l'écran ou qui savent pas utiliser un smartphone, mais qui, en revanche, ont besoin tout de même d'un accompagnement parce que ne sont pas à l'aise avec les savoir-faire d'Internet, donc par exemple ne sont pas toujours en capacité de mettre une pièce jointe dans un mail pour envoyer un CV, ou ne savent pas quelle tonalité utiliser dans un mail envoyé à un professionnel, ou ne savent pas faire une recherche d'emploi en ligne. En fait, ce qu'on constate chez les jeunes en difficulté, c'est qu'il va y avoir des usages très importants du numérique, mais essentiellement ludiques, et que finalement, il y a une difficulté après à transposer ces usages-là pour des sujets comme la recherche d'emploi ou la vie administrative. Oui, ça touche davantage au savoir-être numérique, en fait, qu'au savoir-faire. Pour les populations jeunes, exactement. Ensuite, on a, comme je disais, en fait, c'est très varié. C'est un sujet qui touche tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un des sujets dont on essaie de parler, mais on est tous concernés au sens où on maîtrise tous des usages à un instant T. On n'est pas à l'abri de rater la prochaine marche. Moi-même, j'ai 30 ans et j'avoue que Snapchat, par exemple, ça me parle pas du tout et je l'utilise pas et c'est déjà finalement des démarches qu'on peut rater. Et donc il y a cette prise de conscience que face au numérique, c'est toujours de l'innovation, mais ça fait aussi qu'on est tous potentiellement un peu en vulnérabilité par rapport aux usages. Je reviens sur l'organisation de WeTakeCare. Ouais. Quel est le statut de WeTakeCare ? Est-ce que vous pouvez donner un peu un aperçu des équipes qui travaillent ? Alors, pour vous expliquer nos équipes, je vais vous expliquer ce qu'on fait parce qu'au final, dans ma discussion, je vous ai beaucoup expliqué les enjeux. Et donc, on a créé Emmaüs Connect qui agit vraiment sur le terrain, très émaüsien. Et en fait, on a créé WeTakeCare par rapport aux enjeux que je viens de vous citer en se disant, mais on peut pas être le porteur du sujet numérique et social au travers de nos propres guichets. Ça n'a pas vraiment de sens à l'heure où le numérique est partout et où les demandes numériques sont adressées à toute l'action sociale et à tout l'écosystème de l'insertion professionnelle. Et WeTakeCare a vraiment été créé pour développer les capacités des aidants, développer les capacités des structures de terrain sur le numérique pour qu'elles puissent accompagner les publics. Donc ce qu'on fait chez WeTakeCare, c'est qu'on a mis en ligne
toute cette pédagogie et tout notre savoir-faire en fait sur comment est-ce qu'on accompagne les publics, parce qu'on accompagne quand même au travers d'Emmaüs Connect 10 000 personnes par an, donc on a un petit peu l'expérience d'accompagner des publics en difficulté sur comment est-ce qu'on utilise des services essentiels en ligne. Donc toute cette pédagogie on l'a mis en ligne et on l'a mis à disposition des acteurs que sont les travailleurs sociaux, les conseillers Pôle emploi, les associations de quartier, les bibliothèques. Donc tout est ouvert, gratuit sur notre plateforme lesbonclics.fr notamment. Et ça, c'est le cœur, on va dire, du réacteur de We Take Care. Et puis autour de ça, on a, dans le temps, j'allais dire, été obligé, mais c'est passionnant de construire un accompagnement à la transformation et à l'intégration de cette nouvelle compétence numérique par les acteurs que je viens de vous citer. Parce qu'au final, eux-mêmes sont pas toujours très à l'aise pour accompagner les publics sur le numérique. Donc on a un organisme de formation qui a formé 2000 personnes l'année dernière, et une structure de conseil avec 6 consultants aujourd'hui qui accompagnent les acteurs comme Pôle emploi ou la CAF, les services sociaux, les grands réseaux associatifs, les collectivités, pour construire des parcours qui prennent en compte l'autonomie numérique des Français et accompagner la transformation qui va avec. Donc il y a vraiment cette activité d'outils qu'on met le plus ouverte possible et qui est à disposition de tous, et cette activité d'accompagnement du changement. Donc pour faire ça, on est une vingtaine de personnes, pour revenir sur le sujet de l'équipe, du coup avec des métiers très digitaux, parce qu'on a des plateformes web, donc on a des développeurs, product owners, product managers, etc. Des compétences pédagogiques. Je pense que dans ce qui singularise We Take Care aujourd'hui, c'est vraiment la capacité à construire une pédagogie adaptée à ces publics. Et puis des consultants, plutôt transformation digitale, aussi des consultants qui ont une expertise pour les collectivités, le secteur public, et puis des consultants pédagogiques. Voilà. Donc on a une équipe assez mixte avec du coup des profils assez variés, et une équipe d'une vingtaine de personnes qu'on a construite en 2-3 ans. Vous êtes une association, comment vous percevez ce statut? Est-ce qu'il s'est imposé de manière évidente? Est-ce qu'il amène des questions aujourd'hui? Quand on a créé We Take Care, donc on a choisi le statut associatif, on est une association loi 1901, ça a été une forme d'évidence parce qu'on est né dans le mouvement Emmaüs, on a grandi dans cet univers, on était de toute façon avec une vocation d'intérêt général et une vision et des valeurs assez fortes autour de ça. C'est vraiment ce qui a nourri aussi la culture de l'association. Donc on l'a créé en mode associatif. Aujourd'hui, c'est un peu moins évident. Pourquoi ? Parce que déjà, on a une partie de nos activités qui correspondent en réalité à de la prestation de services. Je vous parlais de conseils, je vous parlais de formation professionnelle, donc qui génère du chiffre d'affaires. Et tant que c'était petit, finalement, c'était une de nos activités. Aujourd'hui, ça commence à prendre une part relativement importante, ce qui va de toute façon nous emmener à créer une SAS, puisque il n'y a pas vraiment de loi autour de ça, mais quand on a jusqu'à à peu près 20-25% des ressources d'une association qui proviennent de chiffre d'affaires, c'est conseillé d'abriter ça plutôt au sein d'une SAS. Donc ça, on chemine doucement vers ça. Restent nos activités de plateforme web qui aujourd'hui sont totalement financées par des fondations privées, un petit peu de financement public, mais essentiellement des fondations privées, et notamment Google.org qui a été vraiment le premier financeur de nos projets. Néanmoins, on est dans un univers où l'argent se raréfie, l'argent public se raréfie, et les structures comme les nôtres sont aussi de plus en plus poussées, engagées à trouver des modèles économiques qui soient autoporteurs. Donc on n'est pas prêt à transformer l'intégralité de notre projet en entreprise. On s'oriente plus largement autour d'un noyau 100% ouvert, 100% gratuit, vers aussi des types de projets qui, eux, permettent de pérenniser nos actions, puisque sont un peu plus ancrés dans un besoin client qui va venir le financer dans le temps, tout simplement. Ouais. Le partenariat avec les fondations dont vous avez parlé, il est absolument nécessaire aujourd'hui à votre activité ? Aujourd'hui, oui, on dépend de fondations. Nos projets, notamment web et pédagogiques, dépendent de fondations. On a eu quelques grosses fondations qui ont largement contribué à notre démarrage, notamment je citais Google.org qui nous avait financé à hauteur de 1 million d'euros au lancement de We Take Care, donc ce qui évidemment a été plus qu'un tremplin pour nous. D'autres fondations ont rejoint depuis, et en fait ce qu'il y a, c'est on le voit, et tant mieux d'ailleurs, mais les fondations ont toutes pris cet enjeu de l'inclusion numérique à cœur.
Déjà parce que c'est un sujet de société, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, et aussi parce que la plupart des entreprises elles-mêmes digitalisent leurs services, se rendent bien compte que les clients ne sont pas tous égaux face au numérique, et du coup voient aussi un intérêt à contribuer à ce que les Français sachent utiliser les services essentiels en ligne. Comment vous fonctionnez avec des acteurs comme la Fondation Google ? Est-ce que vous gardez une totale autonomie de mode de fonctionnement ? Est-ce que vous vous mettez d'accord sur des actions à mener en commun ? Comment se gère la collaboration au quotidien ? Alors, la fondation Google.org est quand même assez exposée, on va dire, médiatiquement. Donc, ils sont particulièrement vigilants à ce qu'il n'y ait aucune contrepartie et que nous soyons totalement libres. Oui. Et ce que je dois dire, ils respectent vraiment totalement. On n'a d'ailleurs même pas le droit d'utiliser des outils Google dans nos plateformes, ce qui par ailleurs pose un peu problème, parce qu'en réalité un Google Maps c'est quand même un outil voilà. Donc en plus c'est une fondation américaine, donc ils sont quand même loin de la France, donc voilà, ça on est très libre dans la façon dont on agit. Évidemment ils ont financé un projet, donc on fait pas des choses différentes de ce qu'on a dit, mais on le fait de façon très libre. Après, on a quand même des collaborations, et nous, on s'attache beaucoup à avoir des collaborations intéressantes avec chacun de nos financeurs. Oui. On avait commencé par là, je vous racontais le partenariat SFR-Emmaüs, où en fait, à l'époque, SFR donnait des jouets au chantier d'insertion, et on avait été les voir en leur disant, mais c'est super de donner des jouets, mais par contre, sur la téléphonie mobile, il y a un vrai problème, il y a des vrais enjeux, et on a construit un partenariat qui a été extrêmement riche, qui dure encore aujourd'hui, ça fait 7 ans. Ça a été le premier partenaire de notre projet, et moi je crois beaucoup que quand les structures privées s'engagent sur des sujets qui ont du sens par rapport à leur métier, par rapport à leur business, c'est toujours plus pérenne et ça a toujours plus d'ambition. Donc c'est quand même ce qu'on essaie de construire aussi avec chacun de nos partenaires. Et typiquement avec Google, on travaille avec eux, ils ont ouvert un hub de formation, l'atelier Google à Rennes il y a quelques mois, ça a été assez médiatisé. On est leur partenaire sur la formation des publics en difficulté ou sur la formation aux compétences numériques de base, ce qui est pas vraiment ils sont plutôt sur des formations web marketing ou autres. Donc on est en partenariat sur ce lieu, et puis on peut avoir aussi des partenariats communs en termes d'affaires publiques. Par exemple quelques événements de communication qui eux vont les intéresser pour montrer ce qu'ils font aussi en France, et nous permettent de rencontrer des parlementaires ou autres auxquels on n'aurait pas forcément eu accès d'avoir des actions de plaidoyer sur l'inclusion numérique, j'imagine. Ouais, complètement. Je voudrais qu'on revienne un peu plus précisément sur un de vos projets phares qui s'appelle Les Bons Clics. Qu'est-ce que c'est, Les Bons Clics ? Comment on l'utilise ? À quoi ça sert ? À qui ça sert ? Alors, Les Bons Clics, c'est un site internet, lesbonsclics.fr, qui permet à des aidants, comme on les appelle, d'accompagner quelqu'un sur le numérique. Donc concrètement, qu'est-ce que va trouver un travailleur social ou un animateur numérique ou un conseiller en insertion sur la plateforme? Il va trouver de quoi l'aider à chaque étape de l'accompagnement. Ça commence par la détection du besoin. Quand une personne arrive, le premier enjeu, c'est de se dire finalement, est-ce qu'elle sait ou est-ce qu'elle sait pas utiliser Internet ? Quel est son rapport au numérique ? Et donc sur la plateforme, il y a des outils de diagnostic très simples qui sont adaptés au contexte d'usage. Donc ça va être soit du questionnaire oral, soit des exercices de mise en situation qui vont permettre de se dire, est-ce que la personne est exclue du numérique ? C'est-à-dire que au moins à court terme, elle va pas pouvoir apprendre parce qu'elle est illettrée, parce qu'elle est très âgée, et cette personne, elle a besoin d'assistance. Et je reviendrai après sur Les Bons Clics, il y a des outils pour aider les pros à assister. Est-ce que cette personne est éloignée du numérique ? C'est-à-dire qu'elle ne sait pas utiliser Internet, mais elle peut apprendre. Elle a besoin d'être formée. Ou est-ce que cette personne est proche du numérique ? Elle sait utiliser Internet, simplement, elle n'est pas très à l'aise, elle a besoin d'être assistée la première fois, elle a besoin d'être rassurée, ou qu'on lève ses craintes sur l'utilisation d'un service spécifique en ligne. Et donc, elle a besoin d'un coup de pouce. Et l'aidant sur la plateforme va retrouver du matériel pédagogique sur toutes ces modalités d'accompagnement que je viens de vous citer, avec du coup à la fois des kits clés en main pour former les personnes. Donc sur toutes les compétences numériques de base par exemple, ils vont trouver une trame pour animer un atelier, des supports interactifs, des exercices pour que la personne s'entraîne, un petit mémo qu'ils vont pouvoir laisser à la personne à la fin de l'atelier et qui va avoir son petit check sur papier parce que ça rassure quand même toujours les gens, des outils pour évaluer, se dire est-ce que la personne au fur et à mesure a bien appris. Donc
tout est clé en main sur tout ce qui est compétences numériques de base. Et puis l'aidant, il va aussi trouver des formations pour lui-même, comme par exemple comment assister à l'ère du numérique. Ça paraît simple comme ça, mais aujourd'hui, jusqu'à Internet, un travailleur social, il aidait des personnes qui étaient un peu éloignées avec du papier. Donc il prenait par exemple la demande de RSA ensemble, il faisait au crayon papier, il regardait, la personne pouvait rentrer chez elle, recopier, refaire au stylo, c'était la personne qui signait, etc. Aujourd'hui, ça se fait sur Internet. Donc déjà, il y a un écran entre l'usager et moi. Ensuite, se pose la question de comment est-ce que l'usager peut valider à chaque étape. Le socle de la démarche, c'est souvent l'adresse mail. Si la personne ne sait pas utiliser Internet, qui crée l'adresse mail, qui garde le mot de passe de l'adresse mail, qui valide à la fin de la démarche et à qui est attribuée la responsabilité si jamais il y a une erreur. En fait, on voit que le numérique vient un peu impacter la relation entre les accompagnants sociaux et les usagers, et les professionnels ont réellement besoin d'accompagnement sur cette question. Donc typiquement, ils vont trouver des guides pratiques, des formations en ligne sur ces sujets au travers des bons clics. Et pour finir, les professionnels vont trouver des modes d'emploi sur les principaux services en ligne, parce qu'on peut pas être expert de tout, on peut pas connaître tous les sujets. Donc avoir le guide sur le service de la CAF, mais aussi sur qu'est-ce qu'un coffre-fort numérique, le site de la CEPAM ou la banque postale, ça permet aux acteurs d'avoir très rapidement accès à l'information pour accompagner au mieux leur public. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur les bons clics, il y a en fait tout le matériel pédagogique pour accompagner gratuitement une personne jusqu'à l'utilisation de services clés en ligne. À date, combien de personnes utilisent ou ont utilisé les bons clics ? Alors, on a lancé le site en novembre 2017, on est donc en septembre 2018. Aujourd'hui, on a à peu près 700 structures qui utilisent le service au quotidien. Et ensuite, ce qu'on est en train de travailler sur la plateforme, c'est de renforcer le suivi, justement, notamment pour le nombre de personnes impactées au bout du bout, puisque notre plateforme, elle s'adresse aux aidants, en fait. Donc, ce qu'on réfléchit aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut quand même mesurer l'activité au travers de la plateforme, soit grâce à la plateforme elle-même, soit en dehors. C'est un projet que vous avez présenté au French Impact. Avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ce qu'est le French Impact et cet appel à projet auquel vous avez répondu? Alors French Impact, donc c'est un label, je dirais, et un appel à projet gouvernemental qui visait à identifier sur tout un tas de thématiques essentielles, le logement, la santé, l'emploi, etc., des acteurs qui ont construit des réponses qui fonctionnent. Donc on n'était pas sur des sujets qui n'avaient jamais été testés, on était vraiment sur des projets qui avaient fait leurs preuves et qui méritaient du coup d'être accompagnés pour pouvoir agir à l'échelle de leur sujet. Donc c'est une forme d'accélérateur, on va dire, qui permet d'identifier des acteurs associatifs, de mieux les associer aussi aux travaux de l'État, pour pouvoir s'appuyer sur ce que les associations ont souvent su faire là où l'État parfois a des zones de trous, on va dire, pour agir à l'échelle d'un enjeu. Donc nous on est très contents parce qu'on a effectivement gagné, on est lauréat de French Impact sur le sujet de l'inclusion numérique, et on avait répondu, on s'était allié avec des partenaires pour répondre. On a répondu avec la Croix-Rouge, on a répondu avec Simplon, avec les régies de quartier, avec Emmaüs France et Bibliothèques sans frontières. Donc on est toujours à une coalition. L'enjeu, pourquoi est-ce qu'on s'est allié à ces acteurs? Parce que aujourd'hui on le voit, et nous c'est notre conviction, l'inclusion numérique des Français va beaucoup partir on doit beaucoup miser sur des acteurs de terrain qui ont le lien avec les publics. C'est difficile de faire passer les publics d'un guichet à un autre, de les emmener vers un nouveau centre numérique, etc. Et c'est pas très compliqué pour les structures, enfin c'est pas très compliqué, en tout cas c'est accessible d'intégrer l'accompagnement numérique à l'accompagnement qu'ils font déjà. C'est pour ça que nous on parie beaucoup sur les réseaux existants et qu'il s'agit de développer les compétences de ces réseaux existants plutôt que de recréer des réseaux sur cette question du numérique. On a souvent tendance, mais c'est vrai dans les boîtes, c'est vrai au niveau de l'État, à isoler le sujet numérique pour le faire grandir. Je crois qu'on a dépassé ce stade-là et qu'aujourd'hui, il faut que le numérique, il infuse au contraire au travers de toutes les structures de proximité qui ont ce qui est essentiel pour accompagner quelqu'un sur le numérique, qui est le lien de confiance. C'est l'association de quartier qui connaît très bien Madame Michu. C'est la mieux placée en fait pour l'accompagner sur cette dimension-là aussi. C'est pour ça qu'on a répondu tous ensemble, parce que chacun avec nos forces, on a capacité à accompagner
les acteurs. Typiquement, la Croix-Rouge s'est engagée au travers de ce projet, à accompagner notamment les seniors au travers de son réseau bénévole. Bibliothèques sans frontières a un public beaucoup plus jeune. Voilà, on est chacun dans des dimensions très complémentaires pour agir assez massivement sur cette question de l'inclusion numérique qui, je rappelle, touche quand même plusieurs millions de personnes en France, au moins entre les chiffres 13 et 20, quoi. L'annonce des lauréats de French Impact, c'est très récent, ça remonte à juin 2018. Qu'est-ce que vous en attendez? Alors déjà, il y a un bénéfice, et c'est d'ailleurs le premier qui a été présenté, de communication, parce que c'est une vraie reconnaissance pour le travail qu'on a mené jusqu'ici. Pour nous, c'était important parce que ce qui aujourd'hui paraît assez évident, l'a pas toujours été. Quand on a commencé, dire que le numérique c'était un sujet, qu'il y avait un besoin d'accompagnement. Je parle pas de numérique, c'est jamais une fin en soi, c'est toujours un outil. Mais néanmoins, expliquer à l'action sociale que accompagner les publics vers le numérique c'était important, ça a longtemps été un combat. Et on a beaucoup poussé pour ça. Et on est très fiers aujourd'hui aussi que le plan national pour un numérique inclusif ait été lancé chez nous, parce qu'on a beaucoup milité aussi pour cette question. Donc c'est une reconnaissance de notre sujet, c'est une reconnaissance de nos actions, parce qu'aujourd'hui sur le terrain on a des choses qui marchent. On forme, je vous disais, 10 000 personnes par an. Il y a des endroits où Pôle emploi nous envoie des cohortes de public qu'on amène de je ne sais rien faire jusqu'à je suis autonome dans ma recherche d'emploi en ligne. On a d'autres plateformes web dont on n'a pas parlé qui ont touché des centaines de milliers de personnes. Donc ça fonctionne, et pour nous c'était important qu'on puisse reconnaître ça. Les attentes qu'on a aujourd'hui par rapport à ce label, elles sont de différents ordres. Il y en a une qui est intéressante, je trouve, c'est de pouvoir nous aider un peu à nous institutionnaliser. French Impact a vocation aussi à reconnaître des acteurs que l'État pourrait embarquer dans les politiques publiques. Oui. Et c'est parfois ce qui manque. L'associatif peut être un peu à côté, financé. Là, on pourrait être intégré vraiment dans même la réflexion sur la politique publique autour de notre sujet. Ce que vous voulez dire là, c'est que le fait d'être une association, parfois peut être un frein dans la perception de votre importance dans la réflexion. Ou je dirais plutôt que aujourd'hui, et je trouvais que le discours qui a été fait lors de la soirée de lancement de French Impact était, moi, m'a beaucoup plu. Ce qu'il disait, c'est au final, les pouvoirs publics mènent leurs actions, et puis à côté, il y a les associations, et puis on va parfois s'appuyer sur elles. C'est différent de fonctionner comme ça et de se dire, sur la politique d'inclusion numérique, je vais la co-construire avec un acteur, je vais plus que m'appuyer sur lui, parce que cet acteur-là travaille sur ces sujets depuis 7 ans, a une véritable expérience et même peut-être expertise sur certains sujets, et ça vaut le coup de capitaliser dessus pour avancer et pour mettre ensuite toute la force que le gouvernement, la force de frappe que le gouvernement peut mettre évidemment quand il travaille sur une question. Ouais. Donc l'enjeu c'est d'être beaucoup plus en influenceur des politiques publiques. Complètement. D'accord. Donc pour moi, ce sujet, d'ailleurs notre parrain, parce que chaque lauréat a un parrain au sein de l'État. Nous, c'est Mounir Majoubi, qui est donc le secrétaire d'État au numérique. Et l'autre chose, bien sûr, c'est que ça apporte normalement, French Impact devrait apporter des fonds, puisque toute l'idée de faire passer les acteurs qui ont déjà fait un peu leur preuve à l'échelle, c'était de financer la croissance, et en ce qui nous concerne, de financer la croissance au travers de notre coalition d'acteurs, puisque chacun va avoir des financements pour pouvoir agir très concrètement sur ces questions. Et là on est, je crois. Là on est en attente. On est encore en attente, me semble-t-il. C'est presque un peu drôle maintenant à ce stade, quelques mois après. On sait qu'on a gagné. En revanche, on sait absolument pas combien et ni quand. Nous saurons combien nous avons gagné. Bon, donc à suivre, on va le dire. Pour l'instant, on vit d'amour et d'eau fraîche avec French Impact, mais néanmoins, les financements seraient plus que bienvenus. Cécilia, à la fin de chaque podcast, je demande aux invités d'élargir le sujet à une thématique qui leur tient à cœur. Et là, la parole est complètement libre de votre côté. Donc, est-ce que il y a un message ou une idée que vous auriez envie de partager pour conclure ? Alors, je vais rester sur un sujet pas très éloigné finalement de nos échanges, mais le message, c'est un peu un message de sensibilisation, puisque le sujet sur lequel on travaille est pas toujours bien connu. C'est un sujet qui reste un sujet un peu d'experts ou de gens qui travaillent sur ces questions. Je pense qu'on ne mesure pas tellement, mais finalement, toutes les révolutions qu'apporte le numérique, dont on est les consommateurs et qui sont extrêmement positives, l'innovation embarque toujours aussi le fait de laisser potentiellement des gens de côté. Et je crois que investir, il y a plein de façons d'investir, mais dans l'accompagnement des Français sur cette question, c'est extrêmement important, au risque sinon de créer une société un peu à deux vitesses.
On en voit les bribes aujourd'hui. Alors, ce qui peut paraître le plus flagrant, ou c'est l'accès aux droits. On se dit, les gens qui peuvent plus faire leurs démarches en ligne, ils touchent plus le RSA, ils sont exclus du système. Donc, il y a évidemment un risque pour l'accès aux droits. Mais ce sujet, il s'étend, en fait. Il s'étend extrêmement vite. Si on prend le sujet, par exemple, de la santé, il y a énormément d'innovations dans la santé qui sont impactées ou qui se font grâce aussi au numérique, aux objets connectés, etc. Et en fin de compte, si on fait pas monter les Français dans ce train-là, si on n'investit pas pour aider les Français à monter dans ce train-là, il y a un risque assez fort de cassure ou de fracture au sein de la société dont on perçoit un peu les bribes aujourd'hui. Comme je vous disais, ce sujet impacte aussi les jeunes, donc souvent sur le numérique, il y a un discours un peu cynique qui consiste à penser que si c'est les seniors, on n'a qu'à attendre un peu et le phénomène va disparaître de lui-même. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, et du coup, je pense qu'il y a vraiment cette question de médiation qui est très, très nécessaire pour qu'on garde une cohésion sociale qui soit celle qu'on souhaite, je pense, pour notre pays. Merci infiniment. Merci à vous. Nous voici à la fin de cette rencontre avec Cécilia Creuset. Vous trouverez sur le site de Numérique une série d'informations complémentaires sur We Take Care. Voici l'adresse numérique au pluriel et avec un deuxième S comme dans ess.squarespace.com. Rendez-vous en novembre pour le prochain épisode de Numérique.